Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la section 2 du chapitre 5 qui porte sur les ressources et les compétences. Cette section 2 s'intitule Ressources et compétences, les bases de l'avantage concurrentiel, et elle va nous amener à étudier successivement deux théories essentielles. La première est la théorie des ressources, ou la Resource-Based View, qui était notamment développée par Barney, et la deuxième est l'approche des compétences clés, Core Competencies, de Hamel et Prahalad. Commençons donc avec la première d'entre elles, donc la théorie des ressources, ou la RBV. Donc cette Resource-Based View, comme je viens de l'évoquer, elle a été développée dans les années 80 par un universitaire américain, Barney. Et si on voulait résumer cette théorie en une seule phrase, on pourrait le faire de la manière suivante. Ce serait de dire que les écarts de performance observés entre les entreprises sont conditionnés par la capacité stratégique des dites entreprises. Et cette capacité stratégique peut s'analyser en termes de ressources et de compétences. Donc on voit bien que les ressources et les compétences de l'entreprise vont être absolument essentielles pour expliquer les différentiels de performance. Alors, si on rentre dans le détail des différents termes qui composent cette phrase, c'est ce qui vous est proposé sur ce slide. Donc, ce qu'on appelle la capacité stratégique, c'est l'ensemble des ressources et des compétences qui vont contribuer à la pérennité de l'entreprise et plus encore à son avantage concurrentiel. Donc, les avantages qu'elle peut avoir par rapport à ses concurrents. Les ressources, ce sont des actifs que l'entreprise détient et qu'elle est capable de mobiliser. Et ce qu'on va appeler les compétences, ce sont les activités à travers desquelles l'organisation, l'entreprise va utiliser, déployer les dites ressources. Donc, on voit bien le triptyque ici, ressources et compétences, qui sont deux choses différentes, mais qui doivent être mobilisées ensemble et qui vont permettre à l'entreprise de développer une capacité stratégique particulière. Alors les ressources, ça renvoie à un certain nombre de choses très différentes, très variées. Donc on peut penser à des ressources physiques comme des équipements, des techniques de production, des usines. Les ressources financières, donc la capacité financière de l'entreprise, sa capacité à s'endetter, la qualité avec laquelle elle va gérer la trésorerie. Il y a des ressources de capital humain, donc les travailleurs de l'entreprise, est-ce qu'elle est bien à même de proposer des formations intéressantes, de s'appuyer sur l'expérience de ses salariés, quelle est la qualité des relations au travail, etc. Donc ça, ce sont les ressources de capital humain. Et enfin, d'autres types de ressources moins facilement mesurables, mais tout aussi importantes, ce sont les ressources de capital organisationnel. On peut penser à la culture d'entreprise, dont on a parlé dans la section précédente. On peut également penser à la capacité de l'entreprise à bien faire circuler l'information en interne. Donc ça, c'est une forme de capital organisationnel, donc qui notamment s'observe au travers de l'efficacité des systèmes d'information à l'intérieur des entreprises, etc. Et évidemment, dernière forme de ressource, le capital intellectuel. Le brevet, les brevets dont peut disposer l'entreprise, les marques qui la composent, etc. À côté des ressources, on va avoir ensuite des compétences et c'est très important d'avoir les deux puisque les ressources en elles-mêmes ne sont pas directement créatrices de valeur. Elles sont indispensables si on peut créer de la valeur, mais elles ne sont pas directement créatrices de valeur et donc ce sont les compétences qui vont servir d'intermédiaire puisque les compétences, on va les définir comme étant les savoir-faire pour déployer les dites ressources. Dans ce tableau qui vous est fourni ici, vous avez quelques exemples justement sur la ressource d'un côté et la compétence de l'autre. Et on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose et que la compétence, c'est la manière dont on va déployer la ressource. Donc si on prend juste la première des trois lignes et vous lirez le tableau intégralement vous-même, mais si on considère par exemple que les ressources, c'est ce que nous avons, donc des machines, des bâtiments, des matières premières, des bases de données, peu importe, ce sont des types de ressources plutôt physiques ici. Et donc, ce qu'on appellera les compétences, eh bien, ce sera plutôt des compétences du type industriel. Comment est-ce qu'on organise la production, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise de manière efficace les machines-outils, comment est-ce qu'on structure de manière efficace les bâtiments, est-ce qu'on utilise les matières premières avec parcimonie, est-ce qu'on est en mesure d'éviter le gâchis, ce genre de choses. Idem, avoir des bases de données, c'est intéressant. Mais la qualité et le soin qu'on va apporter à l'analyse de ces données pour construire des stratégies marketing adaptées, eh bien ça, c'est complètement différent. Donc on voit bien qu'il y a une ressource d'un côté et ce qui va être à la source de l'avantage concurrentiel de l'entreprise, ça va être la compétence, les compétences avec lesquelles elle va utiliser ces différentes ressources. Donc, une autre distinction très importante, lorsque maintenant on s'intéresse à l'analyse combinée de ressources et de compétences, ça va être de distinguer ce qu'on appelle des ressources et des compétences seuil et les ressources et les compétences stratégiques. Ce qu'on appelle des ressources et compétences seuil, ce sont des ressources et des compétences qui sont indispensables pour survivre sur un marché donné.
Ce qu'on appelle des ressources et des compétences stratégiques ou encore distinctives, eh bien, ce sont celles qui sont justement source d'avantages concurrentiels. Donc, dit autrement, les ressources et les compétences seuil, tout le monde les a sur un marché donné, alors que les ressources et les compétences distinctives, ce sont celles qui vont permettre aux entreprises de se concurrencer les unes les autres. Et donc, ce qui est très important lorsqu'on analyse un marché, lorsqu'on compare des entreprises, ça va être justement de déterminer quelles sont les ressources et les compétences qui sont dites seules, dont tout le monde dispose, et c'est plutôt leur absence qui serait préjudiciable, et quelles sont les ressources et les compétences distinctives, celles qui vont permettre aux entreprises de se démarquer les unes des autres et qui nous permettront de comprendre les différentiels de performance. Eh bien, c'est là qu'intervient notamment l'analyse de Barnet, puisqu'il va proposer une grille de lecture, c'est-à-dire des critères pour définir si une ressource ou une compétence est stratégique. C'est ce qu'on appelle la théorie VRIN. V pour valeur, R pour rareté, I pour inimitabilité ou N pour non-substituabilité. Donc, c'est une série de questions qu'on va se poser. Premièrement, valeur, est-ce que la ressource ou la compétence est valorisée par les clients? Deuxième point, la rareté. Est-ce que cette ressource ou cette compétence est détenue par un nombre limité de concurrents ou est-ce qu'elle est assez standard, assez communément partagée? L'inimitabilité, c'est le fait de savoir s'il est possible facilement ou non pour les concurrents d'imiter une ressource ou une compétence qui serait détenue par une firme. Et enfin, la non-substituabilité, c'est l'idée que la ressource peut être rare et inimitable sans être stratégique, c'est-à-dire que peut-être effectivement que cette ressource elle est rare et inimitable, mais il y a d'autres moyens de faire la même chose. Donc il y a de la substituabilité. Donc ce dernier critère, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a substituabilité. Et donc, on va répondre à ces questions de manière successive. Et donc, on verra bien que c'est quand on répond positivement à ces 4 questions qu'on a un avantage compétitif durable. Si la ressource ou la compétence à laquelle on s'intéresse n'est pas source de valeur, bon, ici, en termes de concurrence, ça va même être source de désavantage compétitif pour l'entreprise. Si la ressource ou la compétence à laquelle on s'intéresse est source de valeur mais qu'elle n'est pas rare, c'est ce qu'on appelle une ressource ou une compétence seuil. C'est de la parité compétitive, tout le monde en dispose et ça ne crée pas de différence pour l'entreprise. Si la ressource ou la compétence est source de valeur, qu'elle est rare, mais qu'elle n'est pas difficile à imiter, certes, elle va bénéficier à l'entreprise, mais temporairement, juste le temps que l'entreprise soit imitée, copiée par ses concurrents. Enfin, si la ressource ou la compétence à laquelle on s'intéresse est à la fois source de valeur, rare, difficilement imitable et qu'on ne peut pas lui proposer des substituts, eh bien là, on aura ce qu'on appelle une ressource ou une compétence stratégique distinctive, c'est-à-dire qui va permettre d'expliquer un avantage compétitif durable pour l'entreprise. Prenons un exemple, à travers ce slide, on peut voir qu'une star du football, c'est une ressource stratégique pour un club professionnel. Pourquoi? Évidemment parce que c'est source de valeur. Ça permet d'accroître les abonnements, les ventes de billets, les produits dérivés, les maillots, ça permet de gagner des matchs importants, etc. Il y a évidemment de la rareté, puisque des joueurs de classe mondiale, il n'y en a pas des dizaines sur le marché. Il y a évidemment une forme d'inimitabilité, puisqu'on ne peut pas décider de former une star de football. C'est un processus qui est long et qui est surtout très aléatoire. Et évidemment, il n'y a pas de substituabilité, puisque les clubs professionnels peuvent avoir d'autres ressources, comme des stades de haut standing ou une stratégie marketing bien rodée, etc. Mais ça ne peut pas se substituer à un bon joueur. Et donc, effectivement, on peut considérer que disposer d'un joueur de classe mondiale dans son effectif, c'est la source d'un potentiel avantage compétitif durable. Les apports de la ressource Base View, ils sont assez évidents. Hein, c'est de montrer que le management va jouer un rôle absolument essentiel, puisqu'il va devoir, les tâches qui lui incombent vont être de protéger les ressources et les compétences pour empêcher l'imitation par les concurrents, d'exploiter les ressources et les compétences dont dispose l'entreprise et d'essayer de développer en permanence des ressources et des compétences. Deuxième approche importante de cette section, c'est l'approche des compétences clés, des core competencies de Hamel et Prahalad. Donc, ces deux auteurs vont appuyer leur théorie sur l'étude des facteurs clés de succès des sociétés japonaises dans les années 80. Et donc, ils vont créer un modèle qui représente la firme multidivisionnelle comme un arbre où on aurait l'existence d'une plateforme technologique, c'est-à-dire le tronc commun de l'entreprise, et de compétences clés qui en constitueraient les racines. Et donc, effectivement, il propose cette représentation qu'on appelle souvent l'analogie de l'arbre, puisque finalement, les feuilles de l'arbre, ce seraient les différents produits qui sont proposés par l'entreprise. Et donc, tous ces produits peuvent s'appuyer sur un tronc commun, c'est-à-dire les ressources et les compétences spécifiques que détient l'entreprise.
Et ces ressources et ces compétences, en fait, elles s'appuient sur l'expérience qui a été développée par l'entreprise par le passé et ça s'appuie sur l'ensemble des compétences dont l'entreprise dispose. Et donc, ces compétences absolument essentielles, eh bien, c'est ça qui va constituer les racines de l'entreprise. Et donc, l'agrégation de ces compétences va permettre d'avoir certaines spécificités que sont les produits clés, d'accord, donc les core products ici que vous avez représentés sur l'arbre. Et donc, à partir de ces produits clés, on va pouvoir ensuite décliner un certain nombre de produits et de services qui seront compétitifs sur le marché. Donc on voit bien ici que c'est très proche de ce qu'on a vu précédemment, puisque ça rejoint la notion de ressources stratégiques, puisque ces compétences clés, elles vont donner accès à de nombreux marchés, elles vont augmenter la valeur pour le client, et elles vont être source d'un avantage de long terme qui sera très difficile à imiter pour les concurrents. Un exemple qui est assez classique, assez souvent repris lorsqu'on s'intéresse à cette théorie des core competencies, c'est l'exemple de l'entreprise Canon, qui est parvenue à s'imposer dans des domaines où elle n'était pas initialement présente, à savoir celui des photocopieurs, alors qu'elle était initialement spécialisée sur les appareils photographiques, mais grâce aux compétences clés qui ont été développées dans le secteur de la photographie, eh bien, elle a pu dériver de ces compétences clés de nouveaux produits, de nouveaux services sur un autre marché. Vous pouvez également penser à l'exemple qui est également sur ce slide de Casio, qui a développé une technologie particulière qui est la technologie LCD. Et ensuite, cette technologie LCD qui serait le core product peut ensuite se retrouver dans un tas de services ou de segments de marché différents, puisque ça va être utilisé pour les calculatrices, pour les tableaux de bord des véhicules, pour les écrans d'ordinateur, pour les télévisions, etc. Okay. Donc, pour finir sur cette section, vous avez ici ensuite deux tableaux d'exemples où justement à chaque fois vous avez donc à gauche le domaine, au centre du tableau la compétence distinctive et vous avez à droite des exemples d'entreprises. Donc, on ne va pas tous les regarder, vous aurez l'occasion de lire le tableau par vous-même, mais si par exemple on prend la troisième ligne de ce tableau, dans le domaine de la conception, une compétence distinctive importante est d'être capable de proposer des designs originaux et surtout de réussir à mettre en place une esthétique particulière des produits à l'échelle industrielle. Et donc là, on peut citer l'entreprise Apple qui, à travers ses différents produits comme les iPods, les iPads, les iPhones, s'est créé une compétence clé à développer avec le temps des ressources et des compétences distinctives stratégiques de ce point de vue-là. Donc vous avez 4 exemples ici et vous avez ensuite un dernier slide qui vous liste d'autres exemples avec les entreprises modèlement connues comme L'Oréal, Vinci ou Darty. Et donc vous aurez l'occasion de lire ce tableau. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui conclura donc sur ce chapitre 5 avec la section 3 sur l'apprentissage organisationnel.